Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors moi, c'est Justine, je suis étudiante à l'ULB et une de vos déléguées départementales jusqu'à octobre, avant les prochaines élections. Et du coup, je viens vous dire en fait quelques mots sur la délégation étudiante, donc au niveau départemental, facultaire, donc ça c'est un peu au-dessus, et aussi au niveau du bureau étudiant, donc de la faculté FISOC. Alors, je vais d'abord commencer par la délégation départementale, donc moi j'en fais partie depuis environ un an. Les délégués départementaux, c'est vraiment les délégués qui sont les plus proches de vous en tant qu'étudiant. C'est ceux qui vont gérer en fait les problèmes les plus simples. Donc, les problèmes les plus simples, c'est par exemple, vous avez une question à propos des modalités d'examen, vous venez vers nous. Vous avez une question à propos d'un travail que vous devez rendre, la deadline n'est pas claire ou bien les modalités ne sont pas claires, vous pouvez venir vers nous. Vous êtes 15, 20, voire plus à avoir la même question. Pitié, n'envoyez pas tous un mail au professeur. Vous venez vers nous, on centralise la demande et ensuite on va discuter avec le professeur et on va vous faire un feedback des échanges qu'on aura eu avec lui. Donc ça, c'est des exemples de problèmes assez simples. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc les délégués départementaux, c'est pour un an. Ici, moi, je vous ai dit que j'étais encore déléguée départementale jusqu'à fin octobre parce que justement, les prochaines élections, donc pour le nouveau mandat d'un an, vont se dérouler dans le courant d'octobre. Toutes les infos vont suivre sur les groupes Facebook, donc vous inquiétez pas, c'est pas encore totalement d'actualité, mais ça va arriver. Justement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un souci, il faut vraiment pas hésiter à venir d'abord chez nous, parce que vraiment, si on n'est pas compétent, on va vous dire, OK, il faut aller chez telle autre personne qui sont compétentes. On va jamais vous dire, bah voilà, tirez votre plan. Si nous, on ne sait pas régler directement le problème, qui sont souvent des problèmes où on sait régler ça directement avec le professeur, bah on va vous dire, il faut aller voir le BEPS, il faut aller voir la responsable du département, il faut aller voir, le BEPS, c'est le bureau étudiant, mais je vous dirai ça après. Il faut aller voir, je sais pas, les délégués facultaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous contacter. On sera là vraiment pour vous aider. Pour avoir nos coordonnées, oui, on est les délégués du département. Donc, c'est des étudiants qui se réunissent en comité, qui ont été élus l'année passée en octobre. Et donc, on est là pour régler les problèmes de première ligne, vraiment le micro. Donc, si par exemple, tu te dis mince, en fait, on fonctionne avec les pages Facebook officielles. Donc, j'y venais. Donc, les pages Facebook officielles, c'est géré normalement par le bureau étudiant, mais c'est là-dessus que vous pouvez retrouver nos coordonnées à nous. Donc, souvent, c'est par Facebook que ça fonctionne. Donc, vous allez voir les différents, il n'y a pas que moi, on est 10 normalement. Donc, vous allez voir les 10 têtes des délégués départementaux avec du coup leur compte Facebook, là où vous pouvez leur demander, poser des questions. Ça va? Donc, normalement, il y a le groupe Master Administration publique première année 2021-2022. Peut-être certains sont déjà sur le groupe, d'autres vont y arriver peut-être. On vous conseille vraiment d'y être parce que c'est vraiment un endroit où, au-delà du fait que vous pouvez nous contacter et avoir nos coordonnées, c'est là où il y a toutes les notes qui se partagent, c'est là où il y a les questions entre vous qui vont se faire. Donc voilà, savoir poser des questions sur les horaires, pouvoir vous entraider. Et c'est là aussi que vous allez avoir des infos par rapport à la faculté qui seront souvent publiées par le BEPS, donc le bureau étudiant. Je vais vous parler maintenant de ce qu'est ce bureau étudiant parce que ça peut paraître un peu abstrait. Alors, le bureau étudiant, ça, c'est composé donc voilà, d'étudiants toujours. Et donc, ces étudiants-là, ils sont un peu le lien entre, si vous voulez, l'administration et, que je ne dise pas de bêtises, hein, attendez. Oui, c'est ça, l'administration facultaire et les étudiants. Donc, c'est eux qui vont, par exemple, vous dire, bah, tardez pas, il faut payer le Minerval. C'est eux qui vont gérer aussi tous les événements, donc ils vont créer tous les événements. Vous allez par exemple avoir ici, je sais qu'à la rentrée, il y a 3 événements majeurs. Il y a le parrainage, la foire du livre et le dernier, ah oui, et la soirée fac, comme oublié, la soirée fac. Du coup, voilà, ça c'est un peu le bureau étudiant qui gère ça. Ils ont une page Facebook à eux. Donc pour contacter le bureau étudiant, c'est directement via la page Facebook du BEPS. Donc c'est BEPS-bureau étudiant FISOC. Vous allez la trouver normalement facilement juste en tapant BEPS. BEPS, c'est B-E-P-S. Et pour nous contacter à nous, les délégués donc départementaux, tu vas avoir les coordonnées sur votre groupe Facebook officiel de master. Voilà. Beaucoup d'infos, mais si vous avez des questions, vous pouvez venir après. Qu'est-ce que je dois encore vous dire sur le BEPS? C'est dit. Sur les délégués départementaux, je pense que j'ai fait le tour.
Oui, les élections, je vous ai dit, c'est en octobre, on vous tiendra au courant. Il ne faut pas hésiter à vous présenter ou si vous avez des questions, à venir nous demander en quoi ça consiste plus, parce que je dois laisser Marie Goranson me présenter. Mais donc voilà, pas hésiter à venir demander. Et si vous ne souhaitez pas vous présenter, pas hésiter à voter, parce qu'on est vraiment là pour vous représenter. Ici, la délégation, c'est la première depuis bien 5-6 ans, parce que les gens ne votaient pas, les gens ne se présentaient pas, et ça a bien simplifié quand même la relation professeur-élève. Donc vraiment, si vous ne souhaitez pas participer à la délégation en tant que membre, allez voter aux élections, ça se fait en ligne normalement, donc vous ne devez même pas bouger. Donc voilà, n'hésitez pas à vous investir à ce niveau-là. Et puis, j'ai juste encore un petit mot à dire sur les délégués facultaires. Donc ça, c'est pas à l'échelle de votre département, mais à l'échelle vraiment de la faculté FISOC, donc philosophie et sciences sociales. Là, en gros, c'est comment expliquer? Il ne s'occupe pas simplement du département, comme vous vous en doutez, il s'occupe vraiment de la faculté et du coup des plus gros problèmes. Donc des problèmes qu'on ne sait pas forcément régler juste en bilatéral en discutant avec le professeur. Oui, voilà. Donc par exemple, ils sont là aussi, enfin ils sont aussi disponibles pour vous défendre en cas de gros problèmes avec un professeur. Il ne faut pas les contacter directement parce que eux, ils travaillent sous forme de commission. Et du coup, si vous voulez, les antennes contact, c'est soit les délégués départementaux, donc moi et les autres personnes qui font partie de la délégation, soit le bureau étudiant, donc le BEPS. Et en fonction, nous, on vous dira, bah voilà, on va passer le message, ou à l'inverse, on vous dira, telle personne est plus compétente que les délégués facultaires, donc on est un peu le tri du premier contact. Les élections, pour ça, c'est un peu plus tard, c'est pas en octobre, c'est en décembre. Et donc voilà, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions à ce niveau-là. C'est une échelle beaucoup plus grosse. Vous allez être dans des commissions, donc commission PEDA, enfin toutes les différentes commissions, c'est trop de détails pour maintenant. Et j'ai fait le tour en soi. Voilà, je vous encourage à voter, à vous intéresser aux différents rôles des différents délégués et à pas hésiter à venir poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le groupe Facebook parce que ça va vraiment vous servir pour faire connaissance et même pour vous entraider pendant l'année, c'est vraiment top. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Marie Goranson et je suis la responsable académique du Master en administration publique. Donc, voilà, je vais vous faire une petite séance d'intro qui ne sera pas très longue et vous aurez aussi l'occasion de poser les questions que mon petit speech vous aura inspiré. On est parti? Donc, je ne sais pas en fait s'il y en a beaucoup qui sont hors ULB. Est-ce que certains ne viennent pas de l'ULB? Ok, il y en a un petit. Ouais, ok, donc ça vaut tout à fait la peine. Clémence, on peut passer alors au slide suivant. Ah, voilà, magique. Donc, l'ULB, ça représente à peu près 30 000 étudiants, 12 000 facultés, écoles et instituts, fondée en 1834. C'est une université ouverte et engagée. Et ça fait écho dès lors à ce que dit Justine aussi. Il faut voter, il faut que vous soyez représentés. On est dans des tas d'organes de concertation avec les étudiants pour qu'ils puissent se faire entendre, pour qu'ils puissent expliquer aussi leur position. Et donc, c'est à travers notamment la représentation étudiante que nous pouvons avoir ce dialogue ouvert avec les étudiants. Donc, c'est très important. Donc, on est à l'université, on est dans une faculté bien spécifique, qui est la faculté de philosophie et sciences sociales. Et au sein de cette faculté, il y a 4 départements. Et nous, ici, dans le master en administration publique, on est dans un département qui est le département de sciences politiques. Alors ici, on voit des éléments qui concernent spécifiquement donc notre département et finalement des éléments que vous avez peut-être que vous connaissez déjà et qui ont été aussi au cœur de votre choix de venir ici aujourd'hui, notamment l'environnement international de l'ULB, de notre faculté et de notre département. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans le corps enseignant et aussi dans le corps étudiant. Tu peux y aller, Clémence. Voilà, alors, vous savez comment on fonctionne en master, c'est-à-dire qu'on va être au niveau du 2e cycle et la base pour la réussite de votre master, qui est un master 120
en ce qui concerne le master en administration publique, c'est le crédit. On dit c'est un master 120 parce qu'il faut réussir 120 crédits. Ça, c'est si vous n'avez pas de programme complémentaire. Vous pouvez évidemment, selon ce que vous avez fait en amont dans vos études, on va vous demander de faire un programme complémentaire. Si c'est le cas, et même pour toute autre question, je me permets de faire une incise et de vous présenter Madame Meckers, qui est la secrétaire du master en particulier. Elle a bien d'autres charges, mais en tout cas, c'est elle notre personne de référence qui va aussi vous épauler pour toutes les questions administratives que vous pourriez avoir. Donc, si vous êtes tout nouveau et que vous avez des informations au niveau de l'administration, c'est Madame Meckers que vous devez aller voir. Et si vous avez en plus un programme complémentaire, c'est super, super important que vous ne tardiez pas à aller la voir. Son bureau se trouve au troisième niveau du bâtiment H et elle est là les mardis, mercredis et jeudis en présentiel pour vous recevoir. Ça va, Pascal, j'ai bien dit? Parfait. Alors, on continue. Toujours dans des trucs très administratifs et pour beaucoup d'entre vous, il n'y a rien de nouveau et je suis désolée de faire ce rappel, mais voilà, comme ça, on se met bien dans le bain. Donc, on ne parle plus aujourd'hui de cours, on parle d'unités d'apprentissage, d'unités d'enseignement. Grosso modo, la plupart du temps, une unité d'enseignement, c'est un cours. Mais il peut arriver que pour une unité d'enseignement, il y ait plusieurs cours. Dans le cadre du master en administration publique, ce n'est pas le cas. Nous avons des unités d'enseignement, c'est comme un cours. Et c'est donc un ensemble d'activités d'apprentissage décrit par une fiche précisant les objectifs de l'unité en termes d'acquis d'apprentissage et cela donne lieu à une évaluation qui, en cas de réussite, donne droit à des crédits. Et c'est comme cela, en réussissant vos unités d'apprentissage, que finalement, vous arriverez au bout de votre année. La plupart des unités d'apprentissage dans le MAP sont de 5 crédits, à l'exception de 2 unités d'enseignement que sont le mémoire et la mission de consultance. Nous y reviendrons. Les 3 quadrimestres, tout va bien. Je pense que vous les connaissez. Le premier quadri qui démarre maintenant et qui va se prolonger jusqu'à la fin du mois de décembre. Et puis, nous aurons une évaluation. Le deuxième quadri, début du mois de février jusque le mois de juin. Et puis, évaluation. Et par contre, le troisième quadrimestre n'est qu'un quadrimestre d'évaluation. C'est la seconde session où nous avons que des examens qui commencent généralement aux environs du 12-13 août et qui s'achèvent tout début septembre pour qu'on soit prêt pour la rentrée suivante. Et donc, justement, l'évaluation, un petit mot. Donc, toutes les unités d'enseignement que vous passez sont évaluées à la fin du quadrimestre d'apprentissage. Vous avez une première session en janvier et en juin, et puis vous avez une seconde session qui prend place à la deuxième moitié du mois d'août. Je n'y reviens pas. Et le grand critère pour réussir, c'est d'avoir 10 sur 20. C'est d'avoir 10 sur 20. Et tant que vous n'êtes pas au bout de votre master, toutes les unités, vous n'avez pas 10 sur 20, vous les repassez. Donc, si entre la première et la deuxième master, il y a des unités qui ne sont pas validées ou vous n'avez pas eu 10 sur 20, il n'y a pas de délibération. Vous reprenez votre cours manqué sur le dos pour prolonger cela. Sauf qu'il faut être très clair sur le fait que même si effectivement, vous avez la possibilité de prendre des cours sur le dos et que vous avez un bloc 1 et un bloc 2, il y a des cours de bloc 1 qui sont indispensables, que vous devez réussir en bloc 1 pour pouvoir avoir accès à des cours en bloc 2. C'est ce qu'on appelle des prérequis. Quand on a un prérequis, ça veut dire que nous estimons dans la trajectoire que le cours est tellement important que vous ne pouvez pas accéder à un cours de bloc 2 si vous n'avez pas réussi celui-là préalablement. Tout ça, à chaque fois, est repris dans les fiches d'enseignement et dans les fiches de cours où vous voyez quel cours est prérequis de quel autre cours. Voilà, ici, on a toute une série d'infos qui sont reprises, les contacts avec la faculté, où est-ce que vous allez pouvoir trouver le programme des cours, avec le descriptif, mon ULB, l'horaire de cours, très important, qui va vous permettre aussi de savoir où vous allez aller et dans quel local. Et puis, vous allez avoir toute une série d'outils
un des plus importants, c'est l'UV, puisque c'est notre moyen de communiquer avec vous, de vous mettre à disposition tous les PowerPoint qu'on pourra vous présenter, des articles de lecture. Chaque cours a en fait un espace sur l'UV, et quand vous êtes inscrit, vous avez un programme, vous avez accès dès lors à ce cours sur l'UV. Et puis, je vais bientôt en terminer avec des éléments très généraux. Ici, on est encore une fois dans le très, très général, puisque nous faisons une rentrée en code vert. Vous ne pouvez pas savoir comme nous, on est déjà super content de vous voir dans un vrai auditoire et plus par écran Teams. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de limitation sur les places. Par contre, le port du masque est obligatoire. C'est important de le respecter et de faire en fonction, s'il vous plaît. C'est juste les enseignants, quand ils s'adressent à vous, ils ont la possibilité d'être sans masque, mais sinon, c'est important de le porter. Et on y est, voilà. Ouf, on passe à quelque chose d'un petit peu plus concret. Le master en administration publique, il a été créé, maintenant ça doit faire 7-8 ans, quelque chose comme ça, je pense. À la base, il y a un de mes collègues, Alain Erali, que vous aurez aussi le plaisir d'avoir dans vos cours, et moi-même, nous avons un petit peu réfléchi à mettre sur pied un programme qui prépare à tous les métiers de la fonction publique belge et européenne. Et ça a vraiment été une réflexion. Alors, on ne voulait pas faire un ENA à la française, d'autant que si vous avez suivi l'actualité française, ce n'est plus très à la mode. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire de quoi les administrations ont-elles besoin. Et pour définir ces besoins, nous avons été à la rencontre des dirigeants des grandes administrations en Belgique. Et on a essayé de définir un programme qui puisse vraiment remplir toute une série d'exigences et toute une série de manques en réalité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ce programme et à mettre en évidence certains éléments avec l'idée avant tout de se dire que nous voulions à la fois vous ancrer dans le réel. On est dans un master professionnalisant. Ça veut dire qu'on est orienté vers votre employabilité dans toutes les organisations publiques au sens large. Okay, vraiment au sens très, très large. Mais par ailleurs, donc, il y a cet ancrage où on veut que vous connaissiez les réalités du terrain, où on veut que vous compreniez qu'est-ce qui fait vraiment l'environnement public dans finalement le travail que vous aurez. Mais à la fois, on veut aussi vous donner une hauteur de vue, puisqu'on est également à l'université et nous souhaitons aussi tout simplement vous doter d'un esprit critique et que vous puissiez être en mesure vraiment de développer cet esprit critique, d'avoir cette hauteur, cette prise de distance par rapport simplement au mode de fonctionnement des organisations, aux relations avec le politique et au rapport, par exemple, notamment avec le droit, puisque dans l'administration publique, vous savez l'importance des réglementations. Donc, c'est un peu cela qui a présidé à toute la création de ce master. Et on a établi dès lors un programme que vous voyez quelque peu décrit ici. C'est un programme où en première année, on va vraiment essayer de développer toute une série de connaissances qu'a priori vous n'avez pas parce qu'elles sont vraiment ciblées sur les besoins de l'administration publique. Donc évidemment, vous allez avoir des cours qui vous donnent un aperçu du contexte institutionnel, belge en particulier, mais vous allez aussi avoir la possibilité de suivre des cours à d'autres niveaux. Et l'idée, c'est évidemment de se dire comment fonctionne l'administration publique, comment fonctionne la GRH publique, comment fonctionne également quelque chose de très important. Ce sont les marchés publics qui sont des procédures très importantes et ça a vraiment été ciblé comme un besoin criant des administrations aujourd'hui d'avoir des personnes qui s'y connaissent et qui sont capables de rentrer dans des procédures de marché public. Et vous allez également avoir déjà l'occasion de réaliser quelques études de pratique par l'intermédiaire d'articles, d'avoir des intervenants qui viennent vous expliquer leur réalité. Vous allez déjà aussi avoir des cours de management public avec cette volonté vraiment de vous expliquer aussi les fondements, puisque nous sommes tout à fait conscients que rares sont ceux qui ont déjà vraiment abordé cette matière dans le bachelier qui a précédé. Et vous allez aussi avoir un cours de sociologie de l'action publique et de sociologie des organisations. Et puis, vous voyez en rouge un cours de néerlandais.
On va y revenir. Ce cours de néerlandais est obligatoire et ce cours de néerlandais est essentiel. Si on veut travailler dans une organisation publique en Belgique, il faut savoir parler le néerlandais. Et vous avez une chance incroyable, sans rien payer, vous allez avoir des cours de néerlandais gratuits dans ce master. Souvent, je vois déjà les regards en se disant « Non, pas le néerlandais !» Si, le néerlandais. C'est ultra important. Et même si vous vous dites « Non, mais moi, je veux travailler en Wallonie. Hein. » Non, mais vous savez, avec le niveau de coordination en Belgique dont on a besoin de personnes qui sont capables d'interagir dans l'autre langue. Et c'est cela que nous allons aussi vous apprendre à travers le cours de néerlandais qu'on vous propose. Je vais y revenir encore dans quelques instants. Lors de la seconde année, le bloc 2, évidemment, on va approfondir toute une série d'éléments qu'on aura déjà présentés. Donc, vous allez avoir un cours de management public qui renforce le premier, mais qui sera davantage vraiment axé sur les pratiques qui prennent place en Belgique à tous les niveaux de pouvoir, dans l'introduction des outils de gestion dans les administrations. Vous allez avoir également des cours relatifs à l'action publique. Et puis, deux choses très importantes, je vous ai dit, il y a 2 unités d'enseignement qui ne font pas 5 crédits, mais qui en font 20. Vous voyez l'importance de ces 2 unités. C'est la mission de consultance, pour lesquelles cela veut dire qu'on demande une disponibilité en bloc 2 du mois de février à la mi-mai. C'est une totale disponibilité. En réalité, entre 3 et 3 jours et demi par semaine, vous allez être totalement occupé par la mission. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir en amont pour s'organiser, pour les uns et les autres qui font des stages, qui font des jobs d'étudiants. À un moment donné, il faut avoir une grande disponibilité pour réaliser la mission où vous allez vraiment être intégré dans une organisation publique en tant que consultant, où vous allez réellement répondre à une problématique qui existe, qui n'est pas fictive, que, je sais pas, le SPF Finance recherche à une problématique spécifique et a besoin de vous pour revoir tout un processus de travail. Vous pouvez aller travailler au SPOE, au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi chez Bruxelles Environnement, chez Belleris. On a tout plein de partenaires qui vous accueillent pendant 3 mois et demi pour réaliser cette mission où il y a une exigence de résultats. Je vais aussi y revenir dans un instant. Et puis donc, il y a ce mémoire aussi à réaliser en bloc 2 pour lequel vous serez aussi accompagné pour faire en sorte de réaliser un vrai travail de terrain avec cette hauteur de vue dont je vous parlais tout à l'heure, réaliser un vrai travail scientifique qui est donc un complément tout à fait nécessaire et essentiel par rapport à la mission de consultance, où là, vous êtes vraiment immergé, vous êtes dans le réel, et puis il y a le mémoire qui vous permet de prendre du recul. Je reviens au cours de néerlandais, j'enfonce encore un petit clou. Bon, je pense que vous savez, bien sûr, voilà, ça dépend des facilités de chacun, mais je pense que vous avez compris que dans les administrations publiques, dans le politique, on parle les 2 langues. Souvent, d'ailleurs, ce sont des discussions où on mélange aisément les 2 langues et c'est très important. Mais on est conscient aussi que c'est une difficulté pour vous. Il y a un professeur, Frank Scheppers, qui est le titulaire et qui connaît vraiment votre situation de, voilà, on a un cours de néerlandais niveau 3 qui arrive directement pour les étudiants. Et c'est clair que certains se disent, bah, moi, j'ai peut-être jamais fait néerlandais avant. Et donc, je ne suis pas tout à fait prêt à être directement en néerlandais 3. Et donc, c'est important d'aller voir M. Scheppers dès le début, très rapidement, de lui envoyer un mail. C'est bien pour ça qu'on vous met son adresse mail maintenant. Parce que d'abord, il va pouvoir évaluer votre niveau au départ. Et s'il se rend compte qu'en fait, c'est vrai, il y a un décalage trop grand par rapport à votre capacité, on laisse ce néerlandais 3 au programme, ça ne bouge pas. Mais on se dit juste que pendant 1 an, vu que le master c'est 2 ans, pendant 1 an, vous allez rattraper le retard en néerlandais et il y a toute une série de possibilités qui sont ici, avoir accès aux cours de néerlandais 2, avoir des cours gratuits à la Fondation 9. Il y a encore d'autres outils tels que les tables de conversation ou les tandems linguistiques. Vous avez ici des sites qui vous permettent d'en apprendre plus sur tout cela. Et il y a encore une référente langue pour notre département et notre faculté, c'est Evitops, et vous avez aussi son adresse mail. Il faut vous y prendre maintenant. Fondation 9, vous pouvez les appeler maintenant. Vous pouvez avoir des cours pendant tout un quadri qui soient adaptés pour remonter votre niveau. Et je vous assure
que dans 2 ans, quand vous serez sur le marché du travail et que vous serez là en train de postuler, vous bénirez le moment où je vous aurai dit « allez faire des cours de néerlandais ». Parce que c'est une vraie plus-value sur le marché du travail. Et dans les organisations publiques, c'est absolument essentiel. Quoi qu'il arrive, et avant de parler de la suite, juste vous dire, le cours de néerlandais, par la porte ou par la fenêtre, vous allez le passer. OK? Il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc, je reviens à vous dans une minute. Donc, c'est pour ça que je vous le dis très amicalement ici. On a mis plein de choses en place. Le prof, il est tout à fait au courant. Il a envie de vous faire progresser en néerlandais. Mais ne laissez pas ce problème pour la dernière année et puis arriver en disant « Oh, ben, ça va finir par passer ». Non, ça ne passera pas. D'accord? Donc, voilà, j'ai l'air un petit peu voilà, strict sur ce sujet, mais parce que je sais très bien, vous dites « Ah, mais je vais voir, je vais me laisser 1 an, ça va aller, etc. » Non, non, non. Prenez le problème à bras-le-corps maintenant et vous n'aurez pas de problème ensuite. Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un cours de néerlandais. On ne vous demande pas de parler néerlandais dans les autres cours. On vous demande vraiment de réussir ce cours de néerlandais 3, qui est un cours pour lequel, à l'issue de ce cours, on attend de vous que vous soyez en mesure d'avoir une conversation en néerlandais sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui vous intéressent, qui sont en connexion évidemment avec le master, et que vous êtes capable de rédiger quand même un tout petit peu convenablement en néerlandais. Mais c'est beaucoup sur l'oralité, et le professeur est vraiment sensibilisé au fait que, voilà, vous êtes là pour apprendre à vivre professionnellement dans un environnement bilingue. Donc, il n'attend pas non plus à ce que vous soyez des parfaits bilingues, mais vous soyez capable de vous débrouiller dans cet environnement-là. C'est ça qu'il vise. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des doutes sur le niveau que vous avez au départ pour se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prenne néerlandais 3 déjà cette année, vous allez voir déjà maintenant le prof, vous lui envoyez un mail et vous prenez rendez-vous. Il vous attend, hein, il est prévenu, il sait qu'aujourd'hui c'est la séance de rentrée, donc il vous attend maintenant, il attend vos mails, il va vous donner rendez-vous et comme ça vous pouvez discuter de vos craintes par rapport à ce niveau. Est-ce que ça vaut la peine de prendre d'autres cours avant de prendre son cours, etc., etc. Ça va? Ça veut dire être capable de mener une conversation en néerlandais. C'est B2, hein. B2, je pense. Ouais. Et donc, c'est pour ça, je vous le redis encore une fois, on vous met à disposition d'autres outils pour atteindre ce niveau-là. D'accord? Et en plus, le professeur, il va regarder votre niveau de départ et dans certains cas, vous ne serez peut-être pas à ce bon niveau-là, mais il va vous dire, mais venez, prenez des cours à côté, mais venez et on va travailler ça au fur et à mesure et après 1 an, on arrivera à quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce niveau-là. Ça va? Alors, un petit mot sur cette mission. Je vous en ai déjà dit quelques mots, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait phare dans le programme qui vous permet réellement de comprendre la réalité des organisations. Donc, comment ça se passe? En bloc 2, on va vous demander en groupe de choisir une mission parmi des missions que j'aurai moi-même scellées avec des organisations publiques. Elles rencontrent telle problématique et elles souhaitent avoir des consultants pour régler cette problématique. Et donc, vous allez pouvoir postuler aux missions qui vous seront proposées et ensuite, vous serez envoyé en tant que jeune consultant dans les organisations et vous aurez une occupation de 3 jours, 3 jours et demi par semaine par cette mission. Votre deuxième quadrille en fait du bloc 2 est assez libéré pour cela, pour que vous ayez la possibilité d'avoir la mission et le mémoire et qu'après vous ayez un maximum de liberté pour travailler. Et donc, on est vraiment dans l'idée de faire des propositions d'actions concrètes face à un problème de management, de stratégie, de GRH, de contrôle de gestion, de finances publiques. Vous allez vraiment être immergé dans une organisation pour résoudre ces problèmes. Et on est bien ici au-delà d'un simple stage où parfois vous avez à faire des tâches répétitives. Ici, vous êtes vraiment pris
pour des consultants. On va évidemment travailler ça avec vous. Moi, je vous donnerai des cours à ce sujet et vous aurez aussi l'intervention d'un consultant pour vous expliquer les différents types de consultances qu'on peut réaliser en organisation. Mais il y aura donc une obligation de résultat, puisque de l'autre côté, l'organisation, elle vous attend, quoi. Elle prend du temps pour vous accueillir, d'avoir une personne de contact qui vous suivra dans votre travail dans l'organisation. Et donc, elle attend aussi un délivrable très, très concret. Mais c'est une vraie intégration dans un milieu professionnel. J'aime à dire aussi que vous êtes les ambassadeurs de l'ULB à ce moment-là. Moi, j'ai des partenariats avec les organisations depuis des années, mais c'est aussi parce que j'envoie des étudiants de qualité et qui sont professionnels et qui ne se conduisent pas n'importe comment, qui sont à l'heure, qui savent ce que c'est que de faire un rapport, de prévenir, d'être professionnel dans l'écrit comme dans l'oral et se comporter voilà, de façon professionnelle dans une organisation. Et évidemment, dans le cadre de la mission, vous aurez à appliquer tous les enseignements que vous avez déjà développés dans le reste du cursus. Et puis, on en arrive aux mémoires et ça me permet de vous présenter Clémence Bovy, qui est l'assistante référente en fait du master en administration publique. Vous l'avez peut-être déjà croisée dans certains cours de bachelier, mais ici, elle va vous accompagner et notamment vous accompagner spécifiquement dans la mission de consultance. Elle pourra aussi ici et là vous donner des conseils pour le mémoire et c'est pour ça que je vais lui céder la parole pour vous parler de ce mémoire à réaliser aussi en bloc 2. Donc voilà, bonjour à tous. Donc ici, on va parler du mémoire, qui est bien un travail individuel, pas un travail de groupe, et de nature scientifique. Donc il implique une démarche qui est argumentative, pas descriptive. Tout ça, vous aurez des cours de méthode qui vont vous l'expliquer, mais il faut bien déjà être au fait de ça maintenant. Et c'est destiné à mettre en évidence certains aspects originaux d'un thème ou d'un objet de recherche abordé pendant les études. Donc déjà, si on peut vous donner un conseil dès maintenant, c'est dès le bac 1, réfléchissez à votre sujet de mémoire. Parce que, oui, dès le master 1, dès le bloc 1, oui, voilà. Réfléchissez à votre sujet de mémoire parce que vous n'avez en réalité qu'un an pour le faire. Dans d'autres masters, parfois, ils sont lancés dès la première année, mais ici, vous êtes lancé seulement en deuxième année. Donc, dès maintenant, vous devez réfléchir à votre sujet de mémoire. Lisez, écoutez dans vos cours, réfléchissez déjà à ça. Allez en cours en ayant cette idée en tête que vous devez trouver un sujet qui est faisable aussi. Donc, ça doit naître d'un intérêt particulier pour vous, mais le terrain que vous étudiez, il doit pouvoir être accessible. Votre recherche, elle doit être faisable. Vous allez voir tout ça en méthode. Il faut vraiment que ça commence à travailler, à germer dans votre esprit. Faites bien attention à ça parce que si vous arrivez l'année prochaine en Master 2, en septembre, comme une fleur, sans avoir même pensé à ça, il sera peut-être déjà un peu tard. Donc, il faut vraiment, vraiment y penser dès la première année. C'est un exercice d'écriture, donc c'est vraiment très important sur le fond, sur la forme. Il y a des consignes à respecter et tout ça, vous allez l'avoir dans le vademecum que vous allez utiliser pour absolument tous vos travaux. Donc, prenez déjà le pli d'utiliser le vademecum parce que si vous ne l'utilisez pas pour le mémoire, ça ne passera pas. Donc, il faut dès maintenant l'utiliser. Si vous ne l'avez pas, on va vous montrer à la slide suivante où il se trouve. Et donc, c'est bien une recherche appliquée. Dans la plupart des cas, on est moins ici en administration dans une recherche très théorique, de plutôt théorie politique ou autre. On est quand même plus dans une recherche appliquée. Donc, le mémoire, c'est aussi pour développer votre esprit critique. Tout ça, c'est très, très important. Alors, le vademecum, il se trouve sur votre ULB, vous allez dans mon secrétariat virtuel, mes documents, le vademecum est là en dessous. Donc maintenant, vous n'avez absolument plus aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Vous savez même où il est. C'est parfait. Donc, comme on a déjà un petit peu abordé, il y a la mission de consultance, mais il y a aussi la possibilité de faire des stages non créditants. Donc, c'est-à-dire que vous, sur le côté, vous pouvez très bien décider de chercher un stage où vous avez une opportunité et vous décidez de faire ça sous forme de stage. Il y a tout à fait cette possibilité-là.
C'est même vivement recommandé parce que c'est des bonnes expériences, souvent, des expériences professionnelles. Parfois, ça vous met déjà un peu le pied dans certaines organisations, donc c'est toujours très bénéfique. Et il faut savoir que l'ULB peut vous fournir une convention de stage et donc vous serez assuré, ce qui peut rassurer parfois certaines organisations dans le fait de vous prendre comme stagiaire parce que alors, voilà, elles savent que vous êtes assuré et donc c'est tout bénéfice pour vous. Ça, vous avez toutes les informations qui se trouvent dans l'espace stage à la faculté de philosophie et sciences sociales qui est sur l'université virtuelle. Et vous avez même là-bas parfois des offres de stage qui sont publiées. Donc, ouvrez les yeux, on vous fournit parfois même certaines offres sans que vous cherchiez. Donc, c'est tout bénéf pour vous. Et alors, l'adresse contact, vous l'avez ici en dessous. Et alors, les stages, il faut aussi se dire qu'il y a parfois certains moments pour effectuer ces stages. Parce que les cours, on vous conseille vivement de venir. Vous pouvez revenir en présentiel, alors profitez-en, soyez présents, prenez note, c'est hyper important. Alors le stage, le meilleur moment pour l'effectuer, c'est soit pendant les vacances, c'est hyper bénéfique. Et parfois, ils cherchent même plutôt des stagiaires pendant les vacances parce que les gens sont en congé, les professionnels sont en congé, donc les stagiaires sont aussi un peu là pour aider à combler le manque d'effectifs. Donc ça, c'est toujours bénéfique. Et sinon, si vous voulez tout de même les faire pendant l'année, faites bien attention à votre horaire. Essayez, voilà, si c'est 1 ou 2 jours semaine maximum, mais après, vous verrez que vous aurez déjà assez de boulot aussi. Donc, il faut pouvoir combiner. Les stages ne vont pas vous permettre de ne pas passer en cours ou autre. Si vous décidez de faire des stages, vous devez pouvoir combiner les deux. On vient de parler de la mission de consultance. Si vous décidez de faire des stages, combiner mission de consultance et stage, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, essayez de les faire avant le 2e quadri du Master 2. Vous avez ici 1 an et demi pour les faire. Vous avez déjà le temps d'en faire pas mal. Alors, ici, comment contacter un ou une enseignante? Ça, vous devez faire hyper attention à beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, vous allez devoir configurer votre adresse ULB. Et vous devez utiliser que celle-ci. L'université, elle ne va vous contacter que par cette adresse mail, pas par une autre adresse mail, c'est uniquement celle-ci. Donc, c'est là que vous recevrez toutes les informations officielles de l'ULB. Et c'est essentiel pour que l'enseignant puisse vous identifier. Si vous utilisez votre adresse personnelle, rien ne nous certifie que c'est bien vous qui nous contactez et pas quelqu'un d'autre. Donc, il y a même certains professeurs qui ne répondent pas si le mail est envoyé avec l'adresse personnelle. On vous donne la consigne dès le départ, prenez le pli et il n'y aura aucun souci. Vous devez absolument faire attention aussi à soigner la forme. On n'envoie pas un mail à un professeur comme on envoie un SMS à ses copains ou à ses copines. Il y a vraiment une forme à privilégier, il y a des formules de politesse, il y a une manière d'écrire un mail, tout ça a son importance également. Et alors, dans l'objet du mail, n'hésitez pas à indiquer le cours pour lequel vous contactez le professeur et aussi l'objet pour lequel vous contactez le professeur. Les profs ont parfois plusieurs cours et donc simplement les contacter en supposant qu'ils vont comprendre de quoi vous parlez, c'est un peu présomptueux, il me semble. Et donc, vérifiez déjà bien tous ces éléments-là dans la forme et le fond de votre mail. Vérifiez que la réponse, vous ne l'avez pas déjà dans un document qui a été fourni ou autre, parce que le professeur a beaucoup de choses à faire, il n'a pas vraiment le temps nécessairement de répondre à chaque mail alors qu'il a déjà peut-être donné les informations 1, 2 ou 3 fois. Vérifiez aussi l'urgence de cette information. Est-ce que c'est vraiment urgent que vous ayez l'information tout de suite ou est-ce que vous pouvez attendre le prochain cours et aller le trouver à l'intercours et vous êtes aussi, vous n'avez pas besoin de l'information avant. Il y a aussi parfois des permanences qui sont réalisées, donc parfois, vous envoyez des mails un peu rapidement, faites attention à ça. Les profs sont toujours disponibles s'il y a un souci ou autre, ou si vous avez vraiment une question qui ne peut pas attendre, mais réfléchissez simplement à la manière de les aborder. Et alors, les personnes de référence, on l'a un peu évoqué tout à l'heure déjà. Donc, il y a différentes personnes ici à l'université. Il y a le corps académique, donc c'est tous les professeurs. Il y a le corps scientifique, c'est tous les assistants. Et alors, il y a ce qu'on appelle le PATGS, et donc c'est le personnel administratif, technique, de gestion et de service. Et donc, voilà, il y a plusieurs personnes de référence, chaque fois pour chaque corps différent. Il y a Madame Pascale Meckers, qu'on nous a déjà présenté tout à l'heure,
qui vraiment, elle, pour toutes les questions administratives, elle pourra vous aider. Donc, que ce soit vos reports de notes, vos inscriptions aux cours, aux examens ou autres. Parfois, les inscriptions aux examens oraux aussi passent par Madame Meckers. Donc, vous allez très certainement la voir au moins une fois lors de votre master. La présidente du département, c'est Madame Émilie Van Haute. Le président de jury, c'est Monsieur Wazinski. La professeure de référence pour le MAP, c'est bien sûr Madame Marie Goranson. Et alors, je suis l'assistante de référence pour le MAP, Clémence Buffy. C'est moi. Et ben voilà, les outils de référence, vous les avez. Le site de la faculté, de l'université, le portail MOULB, très important aussi. TimeEdit, c'est pour la gestion des horaires. Donc, c'est là que vous trouverez votre horaire de cours. L'université virtuelle, c'est essentiel. Les profs vont beaucoup fournir leurs cours par cette plateforme. Et alors, il y a le service social des étudiants, EME à l'ULB et Psycampus, qui sont des services d'aide pour les étudiants. Vous ne devez pas hésiter, si vous ressentez le besoin, à les contacter, parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider, et ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et alors ça, c'est les réseaux sociaux de Sciences Po. N'hésitez pas à suivre Sciences Po sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Non, ici, c'était encore des éléments à souligner, mais voilà, il y a plus grand-chose à vous dire de général. Moi, je voudrais peut-être juste vous dire que le master en administration publique, c'est un petit master. On est généralement 20-25 par an, et ça permet vraiment d'avoir une vraie cohésion entre les étudiants. C'est important de récupérer cette cohésion entre les étudiants qu'on a perdue avec le distanciel, que vous partagez les choses. On va avoir beaucoup de travaux de groupe à vous demander, et c'est important qu'il y ait cette entraide entre vous. Vous dire aussi que dans le MAP, on a quelque chose de super, c'est un taux d'employabilité à la sortie qui est assez impressionnant, puisque à travers les stages, à travers votre mémoire, à travers une mission de consultance, vous avez la possibilité de rentrer déjà en contact avec plein d'organisations susceptibles de vous engager, et nombre de nos étudiants chaque année trouvent directement un emploi dans les administrations publiques, parce que c'est encore un secteur où on recrute et où il y a des attentes pour que vous deveniez quoi? Que vous deveniez au départ gestionnaire de projet, que vous soyez dans des rôles de conseil dans les administrations au niveau stratégique, que vous alliez travailler dans des cabinets ministériels, que vous soyez assistant parlementaire, que vous soyez également présent dans toute une série d'institutions européennes. Vous allez avoir un bagage qui va vraiment faire en sorte que vous compreniez le contexte des organisations publiques, la façon de travailler des organisations publiques, et ensuite, évidemment, les secteurs, ils sont super variés. Travailler dans un hôpital, travailler dans une université, travailler dans une administration ou une organisation culturelle, ce sont toutes des portes qui s'ouvrent à vous et dans lesquelles il y a des emplois super intéressants dès la sortie aussi des études. Et c'est important de vous le dire que voilà, nous, on veut vraiment que vous soyez à l'issue des études, prêt à aborder le marché du travail avec le plus de sérénité possible. On va aussi vous parler des tests du CELOR qu'on peut passer pour accéder aux organisations publiques et essayer de vous y préparer au mieux. Donc, c'est vraiment tout cela qu'on vise avec le master en administration publique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait beaucoup d'infos, mais... Oui. Alors, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est juste que déjà, vous n'êtes pas du tout dans la même position. Parce que quand vous faites une mission de consultance, c'est moi qui vous propose l'organisation dans laquelle vous allez aller et vous pouvez avoir un sujet de mémoire qui est tout à fait différent que vous avez choisi de l'autre côté. Votre positionnement n'est pas le même non plus, puisque dans la mission de consultance, vous êtes un consultant à proprement parler et donc vous êtes là pour faire des recommandations, proposer des changements. Donc, vous êtes dans l'action et dans, voilà, qu'est-ce que je pense qu'il faut faire dans l'organisation. Quand vous êtes dans le mémoire,
vous êtes dans un sujet qui vous intéresse, donc qui n'a pas été imposé, qui est un sujet différent, qui vous aura aussi été inspiré par les cours que vous êtes en train de suivre durant tout votre cursus. Et puis là, vous êtes dans une position d'analyse. On ne vous attend pas pour que vous nous fassiez un rapport avec ce qui devrait changer vis-à-vis de tel ou tel sujet. Mais vous êtes dans une posture d'analyse avec l'obligation aussi de mobiliser des cadres théoriques pour analyser la réalité qui prend place dans l'organisation. Mais il arrive aussi que, comme des étudiants ont un très bon contact avec les organisations quand ils font leur mission de consultance et qu'ils cherchent des terrains pour faire une analyse relative à leur mémoire, ils demandent à l'organisation qui les accueille si en plus ils peuvent finalement faire une partie de leur terrain dans l'organisation qui les accueille. Donc c'est là qu'il peut y avoir le lien. Quand on fait ça, il n'y a pas de problème, mais il faut juste être très attentif qu'il n'y ait pas de confusion sur les sujets. Quand vous allez rencontrer des gens de l'organisation pour lequel vous faites une mission de consultance, ils ont compris que là, c'est plutôt dans le cadre de votre mémoire que vous venez. Mais évidemment, il y a des synergies. Vous êtes à la rencontre de praticiens et ces mêmes praticiens sont aussi votre terrain de recherche pour votre mémoire. Ça va? OK. Une autre question? Oui. Donc, cette rentrée est en présentiel. Et donc, je pense que la plupart des professeurs n'enregistreront pas les cours. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment d'assister aux cours. Maintenant, comme on le faisait d'ailleurs avant, sur l'université virtuelle, on donne des supports. Mais l'enregistrement de tout ce qui se passe en cours, ça, c'est pas possible. Vous allez voir, par exemple, pour un de mes cours, je vous aurai en bloc 2 où on va parler de management public. Je vais souvent aussi inviter des praticiens pour illustrer la matière, pour qu'ils racontent leurs propres défis de gestion au sein des administrations. C'est clair qu'on n'enregistre pas des personnes qui viennent partager avec les étudiants leur expérience parce que l'idée, c'est que c'est l'échange à ce moment-là, il faut être présent et c'est pas question d'avoir après du matériel qui pourrait à un moment dire « Ah, mais le secrétaire général de la Fédération Uni-Bruxelles, il a dit ça » et d'avoir ce matériau-là. Donc ça, c'est pas possible. Et dans la plupart des cas, les profs n'enregistreront pas leurs cours. Tout va se faire en présentiel. Franchement, tout le monde s'est battu l'année passée, on en avait jusque-là de faire du distanciel. C'est pour revenir en présentiel, pour vous faire revenir, pour vous faire échanger et pour récupérer aussi tout ce qu'on a perdu en termes d'échange et de partage. C'était très compliqué pour les étudiants, pour les profs et vraiment, on veut vous ressortir de ces habitudes mauvaises qu'on a prises où on était super tranquille en pyjama. Eh bien, revenez sur les campus parce que je vous assure que la formation, elle n'est pas la même, quoi. Et je regarde Justine parce qu'on a vécu cette première année de master et c'était pas évident. Vous avez la chance de recommencer tout ça en présentiel, donc profitez-en et revenez pour échanger avec et vos collègues et les professeurs. D'autres questions? Alors moi, c'est sur rendez-vous. Personnellement et ce sera aussi dans le cadre de nos cours, on se verra aussi et au bloc 1 avec le cours de sociologie des organisations et de la gestion aspect pratique. Donc là, on se verra ensemble dès le bloc 1 et puis dans le bloc 2 pour l'émission et pour le cours de management public, mais ce sera dans ce cours-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Mon mail ? marie.goranson@ulb.be. Ça va? Ouais, non, dans l'ULB, vous avez à un moment donné la possibilité d'avoir contact et de rentrer mon nom et vous avez toujours l'adresse mail. Mais c'est très facile parce qu'à l'ULB, tous les profs, c'est leur prénom, point, leur nom, @ulb.be. Mais vous le formulez par mail. Et après, je vous donne le rendez-vous. Ça va? D'accord. Oui. Des tuteurs et tutrices. Des promoteurs, vous voulez dire?
Donc, quand vous faites un mémoire, vous devez choisir un sujet et avoir l'approbation d'un promoteur. C'est le professeur de référence qui vous suivra dans l'élaboration de votre mémoire. En administration publique, vous avez plus de temps que dans les autres masters parce que nous estimons que comme c'est vraiment une matière que vous n'avez pas vue préalablement dans vos études, on vous laisse 1 an, tout le bloc 1, pour faire la connaissance de la matière et des professeurs. Et en début de bloc 2, vous êtes amené à remplir une fiche mémoire où vous allez préalablement parler, discuter avec les professeurs que vous avez déjà eu en bloc 1 ou d'autres que vous allez avoir en bloc 2. Donc, vos professeurs promoteurs potentiels, ce sont bien tous les titulaires de cours dans l'ensemble de votre programme du master en administration publique. Et après, vous allez les contacter et discuter de votre sujet et c'est ça qui aboutit à une fiche, laquelle est validée et c'est ça le point de départ, en tout cas de vraiment la rédaction de votre travail. Ah oui, il y a de tout. Il y a des examens écrits, il y a des examens oraux. Comme je vous l'ai dit, il y a des travaux de groupe parfois qui composent votre note finale. Vous voyez, je vous ai dit, finalement, l'unité d'enseignement, elle est évaluée et il peut y avoir différents modes d'évaluation où on va combiner un travail de groupe et un examen oral, par exemple, ou un travail écrit. Mais ça, c'est chaque fois quand vous allez débuter un cours, en fait, dans la fiche du cours, il y a bien l'explicitation de comment va se dérouler l'évaluation, donc oral, écrit, travaux, nanana. Et puis, généralement, le prof, il commence toujours ses premiers cours par vous expliquer comment va être évaluée la séance, enfin l'unité. Clémence a bien raison de me dire, soyez super attentifs que vous devez avoir payé vos droits d'inscription avant le 31 octobre. Voilà, c'est hyper important. Parce qu'après, on sait plus rien faire, en fait, c'est décrétal. Donc, il faut que ce soit en ordre. Et si vous avez des difficultés par rapport à cela, vous pouvez contacter le service social. C'est aussi pour cela que ce service est là et il ne faut pas hésiter. Voilà. Et on est de nouveau avec des supports. Ah, et l'UEB le sport et l'ULB culture sont aussi présents. C'est très bien. On est bon pour tout ? Vous allez tous entamer cette année en administration publique, ça va être génial. Super, je me réjouis de vous retrouver. À très bientôt. Merci à tous.